Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde pour ce 152e numéro et le dernier de cette année universitaire. Voici les 5 nouvelles de relations internationales qui ont pu retenir votre attention et la mienne. Commençons par notre président et l'annonce que la France reconnaîtra l'État de Palestine à l'ONU en septembre prochain dans le cadre de l'engagement historique de la France pour une paix juste et durable. Cela ferait de la France la première grande puissance occidentale à le faire. Néanmoins, environ 145 pays le font déjà. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évidemment condamné cette décision, faisant valoir qu'elle récompense le terrorisme et le Hamas. Les Palestiniens ne recherchent pas un État aux côtés d'Israël, ils recherchent un État à la place d'Israël, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Il est rejoint dans ses analyses par les États-Unis, qui rejettent fermement une décision qu'ils jugent imprudente. Donald Trump, minimisant même les déclarations de Macron, estime qu'elles ne changeront rien et qu'elles n'auront aucun poids. L'Arabie Saoudite, le Brésil ou l'Espagne se félicitent d'une décision historique. Keir Starmer au Royaume-Uni a annoncé qu'un cessez-le-feu à Gaza mettrait son pays sur la voie de la reconnaissance de l'État palestinien. Le Canada a fait une annonce similaire, plus timide encore. Berlin continue de considérer la reconnaissance d'un État palestinien comme l'une des dernières étapes vers la solution à deux États, précise le gouvernement, rappelant que la sécurité d'Israël revêt une importance primordiale pour l'Allemagne. Ces annonces ont coïncidé avec le retrait de Washington et d'Israël des pourparlers de cessez-le-feu prolongés face au Hamas, accusant le groupe de mauvaise foi. Les organisations non gouvernementales et les Nations Unies saluent la décision du président français, mais estiment que cette reconnaissance arrive tard et doit être avant tout suivie de mesures concrètes pour qu'un État palestinien soit effectif, c'est-à-dire avec une population et un territoire dont les droits ne sont pas constamment violés. Difficile dans un monde toujours moins universaliste et toujours plus multipolaire. Poursuivons avec le Cambodge et la Thaïlande. Les dirigeants des deux pays ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel après des pourparlers de paix en Malaisie ce lundi, à la suite des affrontements transfrontaliers de la semaine dernière. Pour rappel, des affrontements ont éclaté jeudi dernier près du temple de Tam Wan Tom, un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis longtemps contrôlé par la Thaïlande, mais revendiqué par le Cambodge. Les combats se sont ensuite répandus le long de la frontière. Ce conflit n'est pas une surprise, les voisins se voient avec hostilité depuis longtemps. La Thaïlande avait vu sa conquête du Cambodge arrêtée par la colonisation française de ce pays et la frontière, décidée par l'ancien pouvoir colonial, a laissé les deux pays mécontents. Voici les 3 raisons qui nous font penser que ce conflit compte et que sa brièveté s'explique. Premièrement, pensons économie et tourisme. L'Asie du Sud-Est est un centre du tourisme mondial et la Thaïlande fait partie des 10 destinations mondiales les plus importantes, avant même que Parker Posey ne perde son lorazépam lors de la 3e saison de White Lotus. Quelques 35 millions de personnes l'ont visité l'année dernière, soutenant un emploi local sur 5. Au Cambodge, c'est 10% de l'économie qui dépend de ces 7 millions de visiteurs étrangers. Et ces millions de touristes n'aiment pas les guerres. Deuxièmement, bien qu'il y ait de vrais différends en jeu, ils sont rendus plus complexes encore par les relations entre les deux puissantes dynasties qui s'opposent à la frontière. Les Hun à Phnom Penh et les Shinawatra à Bangkok. Autrefois God Brothers et Gulf Buddies, les deux patriarches de ces familles sont maintenant des ennemis jurés. Ainsi, une relation amicale qui a longtemps été une force stabilisatrice dans la région ne l'est plus, avec des questions d'ego, d'honneur et de survie dynastique qui façonnent leurs choix, parfois sans penser prioritairement à leur pays et leur population. Troisièmement, c'est un test pour la Chine. Que vous définissiez l'ordre international comme nouveau, multipolaire ou sans hégémon, le président Xi veut sortir d'un ordre dirigé par les États-Unis avec un droit international développé par les Européens. Et une façon dont il poursuit cet objectif est de présenter la Chine comme une alternative viable.
Il a largement réussi sur le front économique. La Chine est désormais le meilleur partenaire commercial pour 140 nations, dont la Thaïlande et le Cambodge. Mais du côté politique, le dossier de Xi reste mince. Il a aidé à négocier une détente historique entre les rivaux saoudiens et iraniens en 2023, mais guère plus. Cela reflète en partie les limites régionales de la puissance chinoise et en partie les intérêts de Xi dans un conflit donné. La Chine a des liens plus étroits avec le Cambodge, mais des investissements importants en Thaïlande. Prenant en considération que Pékin semble toujours valoriser le commerce et les flux d'investissement sur les efforts de médiation à haut risque, avec des coûts à prendre. Pensez à notre premier sujet par exemple. Pourquoi alors s'interposer ? En conséquence, la Chine réagit mollement. Il y a des expressions de préoccupation, d'offres pour faciliter le dialogue, d'autant plus qu'aucun des deux acteurs ne peut se permettre une guerre complète. Mais rien pour façonner de manière significative la façon dont cela se déroule ensuite et assurer la pérennité d'un accord de paix. C'est une illustration supplémentaire de ce qu'apporte la multipolarité du monde, alors que la présence traditionnelle stabilisatrice d'une seule puissance dominante, les États-Unis, s'estompe. Nous verrons plus de conflits régionaux ou locaux surgir et passer à travers les mailles du filet du système international. La présence stabilisatrice d'un hégémon unique est remplacée par la présence déstabilisatrice de multiples rivaux qui s'impliqueront soit souvent trop en poursuivant leurs propres intérêts, soit pas assez ou pas du tout par peur de les compromettre. Continuons par l'Ukraine. Après des manifestations nationales et des réactions occidentales vives, le président Zelensky veut désormais amender son projet de loi de la semaine dernière qui muselait les chiens de garde anticorruption de l'Ukraine en les privant de leur indépendance. Dans le cadre de son nouveau projet, les deux organismes anticorruption principaux resteront indépendants, même si tous les employés liés peu ou prou à la Russie seront obligatoirement soumis à des tests au polygraphe, le célèbre détecteur de mensonges. C'est ainsi que Zelensky a découvert la ligne entre éviter les influences étrangères, centraliser le contrôle et interdire l'indépendance des recherches et la réalité d'un contre-pouvoir. Mais dans ce douloureux processus, il a peut-être mis en évidence deux choses. Premièrement, il y a clairement des limites à son aura de chef de guerre, mais deuxièmement, l'Ukraine, contrairement à son envahisseur, répond toujours au peuple et peut s'honorer du nom de démocratie. Achevons avec un acte terroriste en République démocratique du Congo. Un groupe lié à l'État islamique a attaqué une église dans l'est du Congo, laissant au moins 30 morts. C'est la deuxième attaque de ce mois-ci. Rappelons que les chrétiens sont en nombre, les fidèles les plus persécutés dans le monde. Plus de 380 millions, soit 1 sur 7 environ, est fortement persécuté ou discriminé en raison de sa foi. 60 pays environ en sont le théâtre. Cette année, 9 chrétiens tués sur 10 le sont en Afrique subsaharienne, en particulier au Nigeria, au Mali, au Congo et au Mozambique. Enfin, pour finir sur une note plus légère et digne de vos vacances, un parc animalier marocain, le Crocopark d'Agadir, a ouvert la première tyrolienne au monde proposant un vol au-dessus de sa fosse aux crocodiles. Une vue imprenable pour les amateurs d'adrénaline ou de sauriens, mais ce sera sans moi, nous avons vu suffisamment de films pour savoir comment cela se termine. Et voici pour ce 152e numéro. N'oubliez pas que local et international se mêlent toujours plus et que de nombreux sujets s'entrecroisent. Pour bien comprendre notre actualité, je vous encourage donc à 3 choses. Partagez avec nous les nouvelles qui vous auront intéressé ou sur lesquelles vous voudriez un approfondissement. Consultez les podcasts de compétences et développement. Nos excellents responsables de communication vont vous proposer des florilèges tout cet été. Et si, en dépit du bon sens, vous vous décidez à voler au-dessus des crocodiles, envoyez-nous des photos. En espérant que ce dernier numéro de cette année universitaire vous aura intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez que ce podcast se poursuive, dites-le nous et approuvez et partagez les numéros qui vous auront plu. C'est toujours apprécié.